La République a pris pour cible les enfants. Ces derniers ont droit au lavage de cerveau que leur impose l'Éducation nationale. Plutôt que de leur apprendre à lire, l'État préfère que nos nouvelles générations sachent pratiquer des fellations, prennent des médicaments et se posent des questions de savoir s'ils sont des filles ou des garçons. L'éducation sexuelle et l'idéologie qu'on leur impose à l'école signifient-elles la prochaine légalisation de la pédocriminalité, HPI, HPE, TDAH, comment l'État et les grands labos cherchent à ce que nos enfants soient dépendants des médicaments? Pourquoi les parents et les professeurs ne se rebellent pas contre le système? À ces questions répondra Farida Belgoul, ancienne enseignante qui, elle, s'est rebellée contre la machine de l'éducation nationale. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous nous l'avez réclamé, on l'a fait. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on l'a là entre les mains. Regardez là, tous nos objets. Il ne faut pas avoir peur. J'en porte un. Regardez, tiens, j'en porte un. Est-ce que j'arriverai à faire le tour? Oui. Ah oui. Voilà, regardez. Il ne faut pas avoir peur. Vous la réclamez, on l'a fait. Vous allez sur le site et vous les retrouvez. Il ne faut pas avoir peur, n'ayez surtout pas peur, hein. C'est Klaus Schwab qui le dit, et il le dit avec tellement de bienveillance que dorénavant, je n'ai plus peur. N'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde, elle est là entre mes mains, vous cliquez sur le lien ci-dessous, et une semaine d'essai gratuit, voilà, une semaine d'essai gratuit. Bonsoir, chère Farida. On est ce soir avec Farida. On va parler d'éducation sexuelle, on va parler des enfants, HPI, HPE, TDAH, on va parler d'illettrisme, toutes les attaques de l'école républicaine contre nos enfants. Salut, chère Farida. J'ai appris que tu avais un lumbago. Tu aurais dû être là, mais tu as un lumbago. Comment vas-tu déjà? Ça va mieux. En tout cas, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis désolée de ne pas pouvoir être venue, mais partie remise. Oui, mais oui, tu es déjà venu et tu reviendras. Dis-moi, chère Farida, on le voit, tu étais enseignante, tu t'es rebellée contre le système. On sent que le système, dorénavant, enfin le bras armé du système, c'est vraiment l'éducation nationale. Oui, de toute façon, pour la République maçonnique, l'école est le temple de la République, c'est le cœur de la République, c'est le bras armé, en effet, comme tu le dis, de la République, puisque l'avenir est toujours dans les mains de la génération qui suit, et la génération, ascendante à celle-ci, doit impérativement la formater, je dirais, à son image. Comme depuis, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons une certaine république maçonnique radicalisée, gauchisée et haineuse de l'humanité, sentiment qui s'est évidemment aggravé au fur et à mesure du temps, en passant par les années 68, eh bien nous en sommes maintenant à avoir des générations qui sont construites par ces haineux, par cette république maçonnique destructrice, qui a une haine, je dis haineux, pas au sens où on l'emploie tous les jours, je dis que la République, qui n'est pas la France, et je déplore que très souvent, voire tout le temps sur le net, on la confond également, y compris dans les réseaux de la dissidence, il faut vraiment travailler à la transmission du fait que la France n'est pas la République a détruit la France, et cette République, elle a un objectif, c'est de s'étendre
sur toute la planète pour détruire l'humanité entière. Donc, quand on a compris cela, bon, c'est dit évidemment rapidement par moi, ça peut paraître étrange, mais on en est là aujourd'hui, en France en particulier, où la République s'attaque particulièrement à nos enfants depuis la fin des années 70. Et cela vient de prendre une vitesse de croisière absolument incroyable. Nous sommes entrés dans le transgenrisme qui va nous conduire évidemment au transhumanisme. Nous sommes rentrés dans l'éducation sexuelle hardcore à l'école, en public, avec le rejet de Dieu dans l'espace public plus que jamais et l'imposition du sexe sale dans l'espace public à la place évidemment des lois de Dieu. Et on déteste les lois de Dieu parce que ça ne peut pas justement être compatible avec leurs lois républicaines qui sont des lois mortifères et qui relèvent de la culture de mort. Alors, chère Farida, on va continuer l'interview tous les deux, mais avant ça, je vais présenter les gens qu'il y a autour de la table. Comme ça, on fera d'abord un entretien, toi et moi, et après on fera le grand débat entre vous tous, enfin plutôt grande discussion. Alors, à ma droite, notre ami Jean-Luc Robert, que vous connaissez tous, psychologue de son état, auteur de nombreux livres. Celui d'aujourd'hui, Je n'aime pas ces frites-là, qui parle de l'école. On aurait pu mettre aussi le livre sur la Diversi Plus, là, Oui, mais parce qu'on va parler aussi des TDAH, HPI, oui, on parle ces de gens. tout ça. Dans celui-là, j'en parle beaucoup. Oui, vous avez le sous-titre, c'est Éducation positive et autres mythes, parce que, comme le dit madame, on va en discuter, mais l'école est victime d'un entrisme d'un tas d'idéologies. Il y a bien sûr l'entrisme religieux, mais il n'y a pas que cet entrisme-là. Il y a aussi, au niveau de l'éducation, la fameuse éducation positive, où il est interdit d'interdire. Ça date depuis un moment. Mais on a quand même des enfants de plus en plus à qui on demande ce qu'ils veulent apprendre, à qui on demande comment ils veulent être éduqués. Et en fait, moi, je vais beaucoup parler de cette asymétrie. Je pense que... et puis, vous parlerez aussi de votre expérience en tant que psychologue. En tant que psychologue, je travaille beaucoup avec les écoles aussi. Voilà, vous travaillez avec les écoles et vous avez du lobbying des grands labos. Pour les TDAH, pour la Ritaline. En gros, qui vous demandent que ce serait bien, en contrepartie de quelque chose, de pouvoir... Et j'ai des patients, très souvent des patientes qui viennent sur recommandation de l'école. C'est très important. J'en ai eu encore ce matin, j'en ai tout le temps. Et qui me demandent de diagnostiquer un TDAH. Mais c'est l'école. On en parlera tout à l'heure. Important, ça. En face, notre ami Sylvain Baron, activiste, gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Hein, comment ça va, cher Sylvain ? Très bien, Mike, et toi ? Très bien. Tu es aussi parti cet été à Zaporijjia, faire un reportage. Et puis voir les gens de Zaporijjia, tu montres en plus l'envers du décor de ce que les grands médias ne montrent pas. Bon, je suis très content de t'avoir aujourd'hui ce soir, comme ça au moins, c'est pas trop ton sujet, mais c'est pas grave, mais je pense que c'est important d'avoir ton avis quand même. Non ? Oui, et puis non, mais il y a un mot-clé pour moi qui est important, parce que je reste quand même quelqu'un qui m'intéresse aux lois, et notamment au droit international public. Concernant l'enfant, on reconnaît à l'enfant le statut de vulnérable. C'est un être vulnérable. Donc dès lors que l'idéologie de certains adultes vient s'introduire dans le système éducatif en cherchant à profiter de cette vulnérabilité, c'est justement on est en train d'abolir ce caractère vulnérable dans les consciences. Et quand j'entends ces idéologues parler aussi de déconstruction des stéréotypes, etc., c'est très bien. Quand on est un adulte, on peut se permettre de se déconstruire de certains stéréotypes. Mais quand on est en phase de construction comme l'est un enfant, c'est pas la bonne période. Donc il y a une volonté, un dessein malveillant derrière. Merci, cher Sylvain. Et enfin, à notre droite, notre amie Stéphanie Reynaud, journaliste, comédienne, Tribune Libre, comment ça va ? Ça va très bien, c'est un sujet brûlant. Des enfants en plus. J'en ai un, donc oui, ça me concerne. Et en plus, j'ai des choses à dire concernant le terrain. Tu pourras témoigner. Oui, je peux témoigner de deux choses qui me paraissent importantes de signaler. Oui, parce que là, pour le coup, on nous dit toujours, les fact-checkers, ouais, mais vous racontez des conneries, ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, parfois, pas dans toutes les écoles. Évidemment, ces dérapages ne vont pas avoir lieu dans 100% des écoles françaises tout de suite. Ce serait trop évident. Ça commence par des dérapages. Et la question, c'est peut-on stopper les dérapages tout de suite ? Et c'est, je pense, à conseiller à tous les parents. Et donc, il y a un travail de réinformation. Et je suis également allée voir sur le site du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Ce programme EVARS est expliqué. Mais bon, il concerne l'école
l'école est obligatoire à partir de 3 ans et donc concerne aussi les collèges et les lycées, mais on ne sait pas chaque paragraphe à quel âge ça correspond. Donc voilà, ça me pose énormément de questions. Merci, chère Stéphanie. Chère Farida, donc du coup, toi, tu es ancienne enseignante, tu connais excessivement bien l'école. À partir de quel moment tu as vu que l'école cherchait à prendre en main ses enfants pour en faire, entre guillemets, des fameux citoyens consommateurs ? Bon, ça remonte à longtemps, mais disons que si je me base uniquement sur mon expérience professionnelle, c'est déjà dans les années 90, lorsque je suis devenue enseignante moi-même, où j'ai découvert des élèves par wagons entiers qui étaient totalement illettrés et qui n'étaient pas forcément issus de catégories sociales défavorisées. Donc j'ai découvert un système qui avait été mis en place pour rendre illettrés les enfants qui venaient à l'école. L'école n'avait plus que les murs comme nom, mais la réalité de l'école n'existait plus au sens où il n'y avait plus de transmission des connaissances. Et on appelait ça le constructivisme. Moi, je l'ai appelé constructivisme intellectuel pour le distinguer de ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui et qui est le corollaire de ce constructivisme intellectuel, donc qui est le corollaire de l'illettrisme, c'est le constructivisme sexuel. Ça a commencé avec, évidemment, la légalisation du mariage homosexuel, dont on nous a dit, écoutez, vous en faites des gorges chaudes, mais des gens qui s'aiment, que vont-ils faire contre le reste de la société? Vous êtes vraiment à la fois archaïque, extrémistes, fascistes et compagnie. Quand on expliquait, y compris moi bien évidemment, que j'avais compris, j'étais pas la seule, que ce mariage homosexuel aurait évidemment des conséquences sur l'ensemble des populations, sur l'ensemble de la jeunesse. Prenons un exemple concret pour l'illustrer. Dès le mariage homosexuel, il s'est trouvé dans les documents administratifs de l'école, par exemple, mais aussi des autres institutions, que les parents, le père et la mère, avaient disparu pour laisser la place à parent 1 et parent 2. Dès le mariage homosexuel, on a vu qu'il fallait parler à l'école de sexe encore plus que jamais, et puis de parler de toutes les orientations sexuelles. Donc c'est ainsi que de jolies notions comme la sodomie ont remplacé l'adjectif qualificatif et que toutes les notions sexuelles des différentes orientations sexuelles, qu'elles soient hétéro, homo ou autres, puisque maintenant on en est arrivé à l'enseignement d'une théorie du genre qui, je viens de le lire récemment, peut regrouper 50 genres puisqu'on construit sa propre identité. De la même façon qu'on a poussé les enfants à construire leur propre savoir, eh bien on leur demande de construire leur propre identité. Donc ils peuvent passer soi-disant, parce que c'est un mensonge de homme à femme, mais ils peuvent aussi passer de être humain à taureau, à vache, à arbre. Donc on a aujourd'hui mis les pieds dans un délire général qui ne relève pas du dérapage, Madame Stéphanie Renaud, c'est un programme. Je l'ai vu arriver à l'Éducation nationale et c'est parce que je l'ai dénoncé en tant que tel qu'ils m'ont révoqué il y a 5 ans lorsque j'avais 61 ans. Il ne s'agit pas de dysfonctionnement, il ne s'agit pas de dérapage, il ne s'agit pas de mauvaise interprétation par les enseignants sur le terrain de ce que pourrait être ce qu'ils appellent de manière très maçonnique l'éducation sexuelle et affective. Ils ont rajouté le mot affectif pour essayer de rassurer les familles et la société qui évidemment s'étonne qu'on parle de sexe à des enfants. Dès l'âge de 3 ans, vous vous posiez la question. Les programmes sont clairs, c'est dans toutes les écoles. Or, à partir du moment où ils ont abaissé l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, ça veut dire que cette initiation au sexe, cette pratique des droits sexuels sur la personne du petit enfant commence à 3 ans et se termine en terminale. Donc vous avez, par exemple, et j'en terminerai pour vous laisser quand même la parole, des associations comme SOS Éducation qui ne sont pas sur la même ligne que moi. C'est-à-dire qu'elles vous disent « Oh, c'est scandaleux, il y a du porno à l'école, l'éducation sexuelle est trash, il faut écrire des lettres au gouvernement. » Bien sûr, écrivons à nos bourreaux comme si c'était efficace, mais c'est surtout qu'ils font des concessions sur les âges. Pour SOS Éducation, par exemple, il faudrait accepter l'éducation sexuelle à partir de 12 ans. Ma position, pour moi, est claire, c'est jamais à l'école. L'école n'est pas le lieu d'une initiation sexuelle et d'une sexualisation des enfants. Ce n'est pas le lieu. Mais bien évidemment, dans le cadre de la République dans laquelle nous vivons depuis la Révolution française, son involution, qui est programmatique, a été choisie par les gouvernants, par un état profond dont je ne vais pas parler dans les détails, mais qui montre
l'histoire à l'appui, que tout est voulu. Oui, parce Tout que n'est toi, pas toujours contre nous. en plus, toi, tu luttes contre ça, mais tu essaies aussi d'apprendre aux enfants, jusqu'aux adolescents, Ah oui, moi je contrecarre, tout à fait. à écrire et à lire. Et tu as vu qu'en contrepartie de l'éducation sexuelle, on a en plus fait des nouvelles générations des illettrés, quoi. Absolument, mais ça va de pair. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire d'eux des illettrés avec le constructivisme intellectuel. C'est par exemple en CP la méthode globale au lieu de la méthode syllabique, où là on pousse les enfants à deviner par eux-mêmes le code de la langue. Or, il ne peut pas se deviner. Je passe sur cela puisque j'en ai déjà parlé chez toi, mais j'en reparlerai. Et de ce constructivisme intellectuel, dès lors qu'il a été admis par tous les enseignants et les cadres de l'éducation nationale, on est progressivement parti vers le constructivisme sexuel, qui est la théorie du genre sous toutes ses formes. Et cette théorie du genre n'a pu entrer à l'école, je le répète, parce que le mariage homosexuel a été légalisé. Ben, c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte. Faut dire les choses. C'est-à-dire que c'est un marchepied, et puis il y avait la nécessité que on légalise cette union entre deux femmes ou deux hommes pour ouvrir des possibilités juridiques qui n'étaient pas possibles antérieurement. Parce que non seulement on a fait entrer la théorie du genre à l'école, mais on a aussi permis la GPA, la grossesse pour argent, celle qui concerne en fait les mères porteuses. On a aussi permis la PMA. On va permettre bientôt l'utérus artificiel. Et quand les homosexuels, ou plutôt le lobby LGBT est venu nous dire « mais ça ne changera rien pour vous, les hétéros, calmez-vous, vous êtes des fachos », bah si, toute la société a été modifiée depuis la légalisation du mariage homosexuel, au moins dans sa dimension sociétale, voire même au-delà. Bien sûr. Alors, moi, je t'ai eu nombre de fois en interview, donc je sais, mais pour ceux qui peut-être te découvrent, et pour nos amis qui sont ici qui te découvrent aussi, quel est le niveau global, on va dire, des enfants qui viennent de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui viennent de l'école d'éducation nationale? Quel est leur niveau global en français, en mathématiques? Si tu pouvais un peu nous en expliquer, s'il te plaît. Oui. Alors, je pourrais en parler longuement, mais disons que je vais vous expliquer tout simplement que à partir du moment où la transmission des connaissances est interdite par la loi d'orientation depuis 1989, où la figure du maître a été effacée, où l'estrade a été détruite, où l'autorité n'a plus de mise sous peine de sanction à l'égard de l'enseignant qui pourrait pratiquer tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire transmission des connaissances et puis mise en place et respect de son autorité. Ils ont tout démoli pour permettre que la démocratie, comme elle est installée dans la société et qui donne le chaos dans lequel on se trouve aujourd'hui, que les classes deviennent des parlements d'oiseaux, c'est-à-dire des parlements d'enfants qui non seulement doivent chercher eux-mêmes leurs propres connaissances, mais qui en plus peuvent remettre en cause le maître et discuter de tous les sujets possibles et imaginables. On ne travaille plus sur des connaissances de la langue et du calcul, on travaille sur des projets. À partir du moment où le temps n'est plus consacré à la lecture, à l'écriture, à la maîtrise de ces deux matières, au calcul, à la maîtrise de cette matière, et puis qu'il n'y a plus non plus de cours d'élocution où on n'ouvre pas l'esprit des enfants à ce qu'est la littérature et en quoi celle-ci est formatrice, etc., eh bien, on a affaire à des illettrés. Ça veut dire que, à l'âge de 16 ans, moi, j'ai eu des élèves, et j'étais pas prof de maths, mais je l'ai remarqué, vous aviez des élèves de 16 ans qui ne savaient pas faire une division. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, ils l'avaient jamais appris en primaire. Aujourd'hui, l'enseignement de la division, par exemple, qu'on apprenait dès le CP avec des petits nombres, elle est reportée en CM2. Pour peu que ce soit le chaos dans les classes, et forcément, c'est de plus en plus le chaos dans les classes. Il est impossible, pour des raisons de discipline, parce qu'on a rendu fous les enfants avec ce constructivisme et cette démocratisation délirante, d'enseigner en classe. C'est-à-dire que je pense, sans exagérer, que dans pratiquement 80% des lycées de France, le prof, au bout de 10 minutes, renonce à faire cours, soit il part en dépression, soit il attend que l'heure passe. Moi, je l'ai vu dans les établissements jusqu'à l'âge de 61 ans, et j'ai fait de nombreux établissements, y compris, j'ai enseigné dans de nombreux établissements, y compris dans des établissements avec des élèves privilégiés, où il n'était plus possible de faire une phrase complète
en tant qu'enseignant sans être interrompu 70 fois avec des quolibets qui ne s'adressaient pas forcément à vous, mais aux enfants. Rajoutez à cela l'accès libre à la pornographie. Alors on nous dit, oh, les gens qui luttent contre les blasphèmes, tout ça c'est abominable. Mais il n'y a personne qui lutte contre la pornographie, ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que nous sommes dans une république qui est satanique et où il n'y a pas de dérapage, parce que justement elle est satanique. Et de la même façon, quand on vous parle de l'entrisme religieux à l'école, oui, il s'agit d'un entrisme religieux des armées de Satan, et qu'on arrête de nous dire que cet entrisme nous proviendrait des chrétiens ou des musulmans, parce que ceci est fait uniquement comme cache-sexe de cet entrisme, par exemple LGBT, qui dure maintenant depuis 10 ans, puisque moi-même j'ai lancé en 2014, si vous vous en souvenez, une initiative qui était le retrait des journées de l'école pour s'opposer justement à l'entrée de la théorie du genre à l'école. Et c'est une comment dirais-je, c'est une initiative qui a très très bien marché. En 2014, on parlait déjà de l'entrisme islamique. Moi, j'ai été en contact avec quasiment toutes les écoles de France et de Navarre à l'époque. J'ai circulé dans toute la France. J'ai été en contact avec des milliers de parents. Il n'y avait pas d'entrisme religieux, comme il n'y en a eu pas plus jusqu'à mes 61 ans que j'ai pu constater de mes yeux. Aujourd'hui, je suis dans une école en ligne que j'ai créée moi-même, que nous mettons en place pour sauver des enfants de ce constructivisme intellectuel qui est hideux, pour les protéger de la sexualisation également. Parce que instruire, c'est aussi protéger l'enfant de la sexualisation. Je peux pas vous expliquer, c'est trop long. Mais disons que je n'ai pas de retour de cet entrisme religieux, qu'il puisse exister des réactions d'adolescents hostiles au fait qu'on lui dit qu'il descend du singe. Ben moi aussi, je remets en cause le fait que je puisse descendre du singe. Si la grand-mère de Jean-Pierre Brigelli est une guenon, c'est son problème. Mais il peut pas m'imposer que ce soit aussi que ma grand-mère à moi soit une guenon également. Donc que Brigelli se charge d'honorer sa guenon de grand-mère, mais qui me foute la paix avec la mienne. Et ce n'est pas parce que je refuse d'avoir une guenon comme grand-mère que je suis pour autant en train de faire de l'entrisme religieux à l'intérieur de l'école. Je sais pas si vous me comprenez. C'est que pour que nous en arrivions à faire passer toutes les ordureries sociétales qui sont en train de faire crever ce pays, c'est-à-dire que les quelques lambeaux de la France qui restent vont tomber dans les 5 années à venir. Je pense même qu'elle a toutes les chances de pas s'en relever, sauf si le Christ revenait. Alors là, c'est une autre histoire. C'est à la fois dans l'eschatologie islamique et chrétienne, on verra. Mais là, je peux vous dire que tous ceux qui viennent nous dire comme SOS Éducation qu'il faut écrire au gouvernement pour dire vous êtes pas gentil de faire de l'éducation sexuelle hardcore. C'est du foutage de gueule, ils sont complices. Parce qu'on ne peut pas, depuis des années, prétendre écrire au pouvoir sans obtenir jamais de résultats et sans pourtant s'éveiller. Donc s'ils ne s'éveillent pas, ces gens-là, c'est parce qu'ils dorment et peut-être même qu'ils sont payés pour dormir. De la même façon, Brigelli, qui a cessé son combat contre l'illettrisme pour passer maintenant à un combat contre l'islamisme à l'école. Mais moi, je vais vous dire, Mike, j'ai régulièrement des parents, et y compris des parents qui sont pas musulmans. Vous savez ce qu'on me dit? Il y a des institutrices musulmanes qui donnent aux enfants des bouquins porno ou des bouquins sataniques aux enfants à lire, comme on l'a vu dans le cadre du concours. Vous avez des institutrices musulmanes qui le font. Par conséquent, ça signifie quoi? Que les musulmans, ils vont pas islamiser la France. Ça, il faut être abruti ou alors un agent d'un certain pouvoir pour le dire. En fait, ce qui va se passer, c'est la raison de l'immigration, c'est les immigrés qui vont se faire séculariser. Ce sont les immigrés qui vont se faire maçonniser. Ce sont les immigrés qu'on pousse à l'apostasie, comme on a conduit les Français à apostasier le Christ. Oui, parce qu'il faut se dire aussi une chose, c'est que le capitalisme globalisé englobera tout le monde. Et tout le monde, absolument. Il veut englober tout le monde. Alors certains vont peut-être résister et peut-être n'iront pas vers ce chemin, mais la plupart y iront, quelle que soit l'ethnie, la religion ou ce qu'on veut.
Absolument. Et quelle que soit effectivement la classe sociale également. Parce que je pense qu'à la fin, il en restera qu'une poignée d'entre eux, tel est leur désir. Alors je ne sais pas si Dieu les laissera faire jusqu'au bout, mais en ce moment, l'heure est grave, l'heure est urgente, ça fait 10 ans que je le dis. Lorsqu'il y a 10 ans, j'ai lancé les journées de retraite de l'école, il n'y avait pas de psy avec nous, il n'y avait pas d'association à la SOS éducation, il n'y avait pas Briguelli, il n'y avait rien du tout. Donc les quartiers populaires, c'est-à-dire en particulier les familles musulmanes ou les familles pauvres, elles sont parties toutes seules au front et elles ont gagné toutes seules cette bataille. Et puis ensuite, elles ont été trahies par tous les salopards du net et par les membres du gouvernement en faisant mon procès, en me révoquant pour effrayer tout le monde, voire en envoyant la police dans les foyers. À ce moment-là, il n'y avait pas des psys pour dire « dis donc, c'est dégueulasse, c'est représailles ». Tout le monde s'en tapait. Le résultat, tout le monde en dehors de nous, le résultat... Il y avait Jean-Luc Robert. Il y avait des psys, il y avait au moins Jean-Luc Robert. Moi, à l'époque, j'ai pas entendu parler de lui. Voilà, il est là. À l'époque, j'ai pas entendu parler de lui. C'était en quelle année, je sais pas. Mais dis-moi... Non, mais ce que je veux dire... Vas-y, Attendez, continue. Mike, Continue. moi, ce que je veux demander à Jean-Luc Robert, que je suis ravi de rencontrer aujourd'hui, c'est Également. est-ce qu'il soutient a posteriori, parce que c'est ça qui compte. Un type comme Tarek Ramadan les a condamnés, les journées de retrait de l'école, sur le plateau de BFM TV. Il a dit, non mais je dis pour parler d'un musulman, donc a posteriori, je vous demande, est-ce que vous soutenez, les journées de retrait de l'école qui ont lieu en 2014 pour empêcher l'introduction d'une gender dans les programmes scolaires? Est-ce que ça vous paraît être une action valide, nécessaire, efficace au moins, pour empêcher le gender d'être force de loi dans les programmes? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour qu'on retire les enfants de l'école? Moi, est-ce que je suis pour qu'on retire... Une journée, c'est une journée par... Oui. ça. On retirerait les enfants d'école Une journée pour protester contre les programmes scolaires sur Bah oui. la question du genre. Et bon, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça ne fera pas avancer grand-chose, mais tant qu'on peut se mobiliser pour effectivement dénoncer ces questions de l'entrisme, donc LGBTQIA+, je le dis parce que le QIA+, ils l'ont enlevé, ils l'enlèvent parce qu'ils se sont rendus compte que ça commençait à être long. Donc oui, mais bon, malheureusement, j'ai l'impression, si je peux répondre à Farida, que... je suis d'accord avec son analyse, mais j'ai l'impression que j'ai envie de vous redire par provocation que le problème, c'est pas l'école. C'est pour essayer de vous dire que c'est plus global que ça. Quand vous parlez du mariage pour tous, j'ai envie de vous dire, c'est pas le problème. Pour moi, le mariage pour tous, parce que vous l'identifiez comme une cause qui est princeps et qui a, entre guillemets, déclenché. Moi, je pense que le mariage pour tous est dans la problématique et que la problématique est beaucoup plus vaste que le mariage pour tous. Pourquoi y a-t-il eu le mariage pour tous? Parce qu'on est dans une société où les valeurs progressistes ont pris le dessus. Je suis d'accord, depuis les années 70, vous avez parlé du constructivisme. Le constructivisme, c'est quand même issu des pédagogistes des années 70. C'est là que tout est parti. Et constructivisme, si vous me reprenez si je me trompe, mais ça veut dire construire son propre savoir. C'est là la théorie, parce qu'on dit le mot constructivisme, les gens entendent. C'est-à-dire qu'on est rentré dans cette idéologie où on demandait aux jeunes de construire leur propre savoir, ce que vous avez bien annoncé, à savoir que, on leur dit, pour les lectures, la lecture, tu vas apprendre, mais à ta manière, tu vas acquérir ton savoir. Et c'est ce qu'on appelle aussi cette fameuse école de la réussite. C'est-à-dire, tu construis ton savoir, on ne te met jamais en échec, il y a un nivellement par le bas, ce sont des valeurs progressistes. Et quelles sont les valeurs de droite qui sont plus conservatrices? Ce sont les valeurs de quoi? L'ancienne école, le mérite, le travail, l'excellence. L'école, ils ont voulu retirer à l'école le lieu. Alors, le mot est fort si je dis que l'école est un lieu de compétition, mais je le pense, mais c'est pas ça. C'est un lieu de sélection. L'école est un lieu de sélection. On ne veut plus de ça. Aujourd'hui, tout le monde doit accéder au savoir avec donc les idées progressistes, c'est-à-dire on donne sa chance à tout le monde, on fait un nivellement par le bas, on est illettré, mais c'est pas grave, jusqu'au bac, jusqu'après le bac, 95% des gens seront bacheliers, et puis quand ils seront bacheliers, moi je le vois aussi parce que je fais du recrutement, plus personne ne sait écrire. Elle a été gentille quand elle a parlé de division, mais alors là, je crois qu'il y a des gens, ils passent le bac, ils savent pas ce que c'est qu'une division. C'est sérieux, on arrive à là, mais je pense que c'est un calcul politique derrière. Effectivement, Pourquoi? on en avait parlé, un abêtissement de la société. Et pourquoi l'abêtissement? Parce qu'on a les élites, moi je pense que c'est vraiment, on est comme le monde d'en haut, le monde d'en bas. Je vous l'ai dit, vous l'avez bien vu, Papa Ndiaye ne met pas ses enfants dans l'école publique. Vous avez vu la dernière, ministre de l'Éducation, elle a démissionné pour ça, parce qu'on lui a reproché que ses enfants étaient... Castera. Voilà, Castera. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, les élites n'en ont rien à faire du peuple. D'accord? Et je pense ils sont à deux vitesses. Mais c'est pour ça que je veux dire que le mot qui résume tout ça pour moi, pour dire à Madame Farida, c'est que la société est en train de changer et que même s'il n'y avait pas eu le mariage pour tous, parce qu'elle dit le mariage pour tous, mais même si on avait refusé en France le mariage pour tous, nous sommes dans une société wokisée, d'accord? Et le wokisme, c'est
faire en sorte que toute revendication individuelle passe et que nous aurions eu de toute façon l'entrisme LGBT dans les écoles, même s'il n'y avait pas le mariage pour tous. Mais comme vous avez dit tellement de choses, moi j'ai pas pu réagir. Attendez, je vais d'abord lancer la pub et Farida répond. Ok, allez, publicité. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.